sur toutes leurs formes, que ce soit l'impérialisme britannique, notamment contre les Indiens. On sait comment Mahatma Gandhi s'est battu contre les Britanniques en Inde pour obtenir l'indépendance, et on sait comment les réseaux pour ne lui ont pas pardonné ses démarches et l'ont assassiné carrément en 48. Et dans George Orwell, il établit un peu une sorte de melting pot où il dit de toute façon, les systèmes dans lesquels nous vivons ont une perfidie cachée, c'est-à-dire ils fonctionnent un peu comme une pieuvre qui englobe tout, un monstre invisible qui nous surveille, qui épie nos moindres faits et gestes et qui nous impose un narratif, c'est-à-dire la démocratie, la liberté telle qu'on pense qu'on l'a, on ne l'a pas en fait, c'est-à-dire on est dans des systèmes où on nous impose la manière de voir, on nous impose des perspectives et des angles d'analyse, parfois de manière ostentatoire et publique, très visible, comme, je sais pas, en Corée du Nord, en Union soviétique, ou même en Iran, à l'époque avec la Savak et tout le tralala, mais tout autant dans les soi-disant démocraties, avec beaucoup plus de perfidie, parce que comme c'est moins perceptible, c'est beaucoup plus cynique. Là, il y a donc l'exemple que tu as évoqué, par exemple, Medusa, quand on dit à la télévision, le régime des mollahs en Iran. Toi, tu vis en France, ou tu vis en Espagne, ou au Canada, et à chaque fois, on te martèle à la télévision le régime des mollahs, le régime des mollahs. Et quand on parle des États-Unis, on te dit l'administration Trump. Du coup, tu souffres de ce qu'on appelle le conditionnement. Tu ne réalises pas à ce moment-là que, en 2026, depuis le 1er janvier de cette année, les États-Unis ont violé plus de fois les conventions du droit international que les Iraniens. Enfin, ils les ont même tous violés et leurs amis israéliens. Mais le narratif, c'est-à-dire le musellement, le conditionnement cérébral dans lequel on va t'insérer, va te loger immédiatement dans une case dont il n'est pas possible d'en sortir. D'autant plus impossible que tu es persuadé chaque fois que tu analyses ou que tu parles ou que tu penses de penser par toi-même. Or, on a déjà inséré le logiciel dans ton esprit et c'est bon. On va te dire la junte malienne. On va oublier que avec la loi martiale en Ukraine et avec Zelensky qui n'organise plus d'élections depuis 2 ans qu'il est au pouvoir, et avec d'ailleurs l'assassinat de son opposant politique en Espagne il y a un peu plus d'1 an, on est exactement dans les mêmes méthodes de barboserie qu'on avait sous le régime stalinien ou qu'on a, par exemple, avec Kim Jong-nam, le frère de Kim Jong-un, qu'il avait assassiné en 2017 en Malaisie. Donc, on est en fait dans le même cas de figure, mais le Big Brother qui définit ce que tu penses, ce que tu manges, et qui tu mogo à la fin de la soirée, te donne l'impression que tu es libre et que c'est toi qui définis tes actions. Et c'est ça que George Orwell va mettre en perspective. Il y a même d'ailleurs... je l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu une bande-annonce, je ne sais pas si c'est sur Netflix ou sur quelle plateforme. Je pense que ça a été scénarisé l'année dernière ou au début de cette année, soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime, je sais pas trop, mais en tout cas, on a reconceptualisé cette société-là où tu as un monstre, il peut être incarné par beaucoup de choses, c'est un véritable ectoplasme. Ça peut être une personne, c'est-à-dire un dirigeant, un souverain incriticable, monarque absolu qui a le droit de vie ou de mort sur les citoyens. Ça peut être un système plus invisible, plus déconcentré, une sorte de mosaïque, mais qui, de manière effectivement ectoplasmique, de manière floue, comme vraiment une fumée, te contrôle sans que tu ne réalises qu'il te contrôle. Et quand tu regardes la société européenne et américaine d'aujourd'hui, ils sont précisément là-dedans. C'est-à-dire, on te dit, la plus grande démocratie du monde, les États-Unis. On ne sait pas pourquoi on dit que c'est la plus grande. Ils ne sont ni les plus nombreux, parce que il y a des pays qui ont beaucoup plus d'habitants, où il y a des élections. En Inde, il y a des élections, donc c'est une démocratie. Sur le plan du territoire, ce n'est pas le pays le plus vaste du monde. Ils sont loin derrière la Russie, le Canada et ex-aequo avec la Chine. Ce n'est pas en fait, tu ne comprends pas pourquoi on dit la plus grande démocratie du monde, et tu ne comprends pas pourquoi on dit une démocratie, vu que Monsieur Trump actuellement est en train carrément de contourner la loi parlementaire de 73 qui lui impose de rendre compte au Congrès après les 60 jours de folie en solo qu'il a mené depuis le 28 février. Donc en fait, mais l'habillage, il est clair, exactement comme après le 7 octobre où on te dit tu dois condamner l'attaque du Hamas, c'est-à-dire tu veux apporter une analyse fouillée, nuancée, posée, réfléchie pour que les gens comprennent les arcanes, les mécanismes, les tenants, les aboutissants et appréhendent mieux les possibilités de solutions. Mais on te dit comme à un enfant, est-ce que vous condamnez l'attaque du 7 octobre? Tu dois répondre par oui ou par non, comme à la cour de récré.
Et si tu ne le fais pas, le Big Brother se met en marche et décide, par exemple, que tu es très mal barré pour une éventuelle élection à venir, comme on le voit avec Jean-Luc Mélenchon en France. Donc, juste pour dire, j'ai beaucoup aimé le parallèle sur George Orwell parce que au cours de cet échange qu'on va avoir tout au long de la soirée, je pense que le filigrane, le fil rouge qui va nous accompagner, ce sera ça. En fait, sans le dire, sans le mentionner, je pense qu'on ne parlera que de ça parce qu'on est dans un conditionnement permanent. Et c'est un peu de ça qu'on essaie de sortir ceux qui nous écoutent et qui sont encore dedans pour qu'ils élaborent un narratif qui découle de leur réflexion personnelle et non de ce que l'ectoplasme invisible a précisément décidé à leur place. Man City, second mi-temps a commencé, 0-1. Exactement. C'est-à-dire que il y a une véritable manipulation et les médias sont justement l'arme de garde sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, vous savez bien ce qu'on dit, c'est-à-dire que la première victime d'une guerre, c'est d'abord la vérité. Quand on veut mener, peu importe la guerre qu'on veut mener, la première victime, c'est d'abord la vérité. Parce que vous ne pouvez pas mener une guerre avec des véritables raisons, ça n'a aucun sens. Alors, on va vous servir un narratif qui a été bien étudié pour envoyer vos cerveaux à la casse, pour vous envoyer ailleurs, parce qu'on a besoin du consentement de la population. On a besoin du consentement. Et pour ça, il faut lire justement La fabrique du consentement de Noam Chomsky. Je vous conseille plutôt la version qui a été la version française de Michel Collomb, justement parce que la première version qui avait été éditée en français, lui-même l'auteur principal n'était pas d'accord. Noam Chomsky n'était même pas d'accord, il a essayé d'empêcher de faire publier ça, mais bon, comme d'habitude, les Français essaient toujours de tout manipuler, mais je conseille celle de Michel Collomb, qui a été validée d'ailleurs même par Chomsky lui-même, ça s'appelle La fabrique du consentement, et non pas Fabrication du consentement, parce qu'il y a le titre Fabrication du consentement, ça ce n'est pas bien, mais La fabrique, ça c'est mieux. Où on vous montre comment, ou alors il y a même, comment il s'appelle l'autre, il y a un autre, Pierre Conessa qui avait écrit Fabriquer un consentement, quelque chose comme ça. Ça aussi, il faut lire. Ça vous apprend un peu la manipulation, les arcanes du pouvoir, comment le pouvoir manipule les gens avant d'aller. Vous pouvez lire aussi le livre de Michel Collomb, Libye, OTAN, les médias mensonges, n'est-ce pas, ou l'Amérique à travers les 100 citations, où il vous apprend réellement comment les États-Unis manipulent le consentement de son propre peuple. Et ça, ils utilisent Hollywood. Il y a aussi le livre Hollywood, hein. Vous pouvez lire Hollywood de Pierre Conessa qui montre un peu comment cette même manipulation est utilisée par Hollywood pour préparer les cerveaux des gens depuis l'enfance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on prépare les cerveaux depuis le plus jeune âge, petit à petit, pour les conditionner, pour les habituer, n'est-ce pas, à se faire manipuler. Et c'est ça, malheureusement, que l'on peut constater. Et c'est là où Orwell vient, justement, pour venir vous expliquer. Vous pouvez aussi ajouter La ferme des animaux on pourrait ajouter aussi Le meilleur des mondes, n'est-ce pas, de Huxley, dans lequel vous apprenez aussi beaucoup de choses. Hein. Vous apprenez que les prisons, en réalité, les barreaux, on les met dans votre tête. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être libre. Et quand vous voyez le narratif des États-Unis, même dans les films ou bien au niveau des médias, on vous dit le plus grand président, on décrit le président des États-Unis comme le plus grand président du monde libre. Hein, du monde libre. Donc, sous-entendu, le monde libre, c'est le monde occidental, et qu'en dehors du monde occidental, tout le reste est de l'anarchie ou alors un monde contrôlé, dominé, alors que quand on regarde dans la structure même, ce qu'on appelle les démocraties aujourd'hui, c'est le monde le plus contrôlé qui n'ait jamais existé. Par exemple, le système de surveillance, vous voyez bien que les États-Unis, à travers la NSA, la CIA, contrôlent à peu près tout. Tous nos données sont contrôlées à travers les géants de ce qu'on appelle la Big Tech. Si vous pensez qu'on ne vous connaît pas, ils ont l'empreinte numérique d'à peu près tout le monde, et les études ont montré que à travers l'activité des gens sur les réseaux sociaux, ils peuvent, en voyant les likes que tu as fait et partout, on peut déterminer même ton orientation sexuelle, ton orientation politique, on peut déterminer ton âge, on peut à peu près tout savoir de toi, même l'état de santé, parce que il y avait une étude qui avait été réalisée sur Facebook où les gens, à travers les posts Facebook et Instagram, on pouvait, et même Twitter aussi, on pouvait déterminer même ton état de santé, aussi bien santé mentale que physique, en analysant seulement tout ce que tu écris. Donc et souvent, à peu près 60 et quelques %, ça s'avérait être juste.
Donc, c'est pour dire que la manipulation, elle est grande. Et qu'à chaque fois qu'on vous fait vendre l'idée selon laquelle ces démocraties, ce sont pas des démocraties. C'est juste que dans ce qu'on appelle le totalitarisme, on oblige directement, mais dans la démocratie, on te donne l'impression de choisir, mais en réalité, tu ne choisis pas. C'est ce qui se passe notamment au niveau de ce qu'on appelle les élections, qui sont en réalité une vaste blague. C'est-à-dire que quand on a voulu que Trump passe et on fera tout pour que Trump passe. On passera par tous les moyens de propagande. Jusqu'à aller, on se souvient que lors de la première élection de Trump, par exemple, il y avait un scandale qu'on appelait, qui avait éclaté sur Facebook, où Trump avait fait un accord avec le patron de Facebook, donc de Meta, où il partait avoir ils analysaient, n'est-ce pas, les bords politiques des gens. On pouvait savoir si tu étais d'extrême droite, de droite ou de gauche, donc plutôt démocrate ou républicain pour le cas des États-Unis. Et on pouvait t'envoyer des publicités ciblées pour dénigrer le camp d'en face et puis augmenter ta sensibilité politique encore. Ça a été utilisé lors du premier mandat de Trump, mais ne vous inquiétez pas, ceux qui se font appeler les démocrates aussi ont l'habitude d'utiliser ça. Donc, c'est une vaste manipulation. La question du contrôle, il y a des caméras partout aux États-Unis, aussi bien en Europe. Ils ont des logiciels de surveillance à travers ce qu'on appelle le scan facial, les logiciels de reconnaissance faciale. Et si tu veux travailler avec les États-Unis, par exemple, tu veux créer une entreprise aux États-Unis, tu dois signer un certain nombre de documents où tu autorises le gouvernement américain d'installer, si tu fais par exemple un appareil tel qu'un téléphone ou peu importe l'appareil, tu dois installer ce qu'on appelle des backdoors. Ceux qui connaissent un peu l'informatique savent de quoi on parle. Des portes dérobées, on appelle ça en informatique, où tu vas permettre aux États-Unis même, c'est-à-dire au gouvernement des États-Unis, de pomper, de siphonner tes données, donc d'accéder à ton appareil. Tous les appareils qui sont fabriqués ou tous les logiciels qui sont produits aux États-Unis doivent respecter le Cloud Act. Merci beaucoup, ça s'appelle le Cloud Act. Donc, et ça va beaucoup plus loin que ça, hein. C'est-à-dire que même si tu installes ton cloud à l'extérieur, genre par exemple, vous savez ce qu'on appelle les data centers, les centres de données, même si tu les installes à l'extérieur des États-Unis, ou même si tu as une entreprise qui se trouve aux États, par exemple, je sais pas moi, au Burkina Faso, ou en Afrique du Sud, peu importe le pays, ou en Irlande, si tu stockes tes données aux États-Unis, eh bien, tu passes sous le Cloud Act. Donc, par exemple, tu as une entreprise que tu as créée en Australie, mais tu utilises un data center qui se trouve aux États-Unis, par exemple, les data centers de AWS, Amazon Web Services, ou bien, je crois que Microsoft aussi a ce genre de service. Google aussi a des data centers. Si tu utilises des data centers de ces gens-là, les data centers, si vous voulez, sont des centres de données pour stocker toutes vos données. Quand tu es sur YouTube, sur TikTok par exemple, tout ce que nous faisons, nos comptes, nos mots de passe, tout ceci, c'est enregistré dans un cloud. Donc, il y a une communication entre l'appareil et le cloud qui est la mémoire de tout ça. Et si ces clouds sont installés aux États-Unis, tu pourras. Et si même des données transitent à travers les États-Unis seulement, tu tombes sous le Cloud Act. Donc, les États-Unis ont à peu près le contrôle de tout. Et d'ailleurs, on fera un live sur Palantir. Je ferai un live sur Palantir pour parler un peu de la puissance de cette entreprise. Certains d'entre vous peut-être le connaissent déjà. Donc, vous allez voir un peu à quel point ils ont à peu près le contrôle de tout ce qui existe. Donc, c'est les polices à peu près du monde entier l'utilisent. Donc, tout ça, c'est sous le contrôle des États-Unis. Donc, c'est pour continuer un peu sur l'idée que les États-Unis qui se prétendent être des démocraties n'en sont pas. Ce ne sont pas des démocraties. Et quand ils disent que l'Iran est totalitaire, eux le sont beaucoup plus encore. Et pour terminer, donc, Trump lui-même, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il se comporte de manière très tyrannique. Tu as évoqué tout de suite le fait que il a déclenché une guerre alors que les États-Unis, dans la loi des États-Unis, la Constitution exige qu'il faut que le Parlement soit d'accord
pour t'autoriser d'aller mener une guerre. Les mecs sont partis mener une guerre contre l'Iran. La guerre n'a presque rien produit. Ils ont dépensé, je crois, 20 et quelques milliards ou 30 et quelques milliards d'après les chiffres qui ont été publiés au Pentagone. Mais vous savez très bien, les chiffres sont souvent sous-estimés. Je crois 27 milliards, quelque chose comme ça. Mais les chiffres sont souvent sous-estimés. Donc quand ils disent 27 milliards, il faut les multiplier par 3 ou par 4 pour avoir le vrai chiffre, parce que naturellement, ils vont pas vous donner le véritable chiffre, c'est se prendre ce qu'on appelle aux États-Unis un shitstorm, une tempête de merde dessus. Donc c'est des stratégies, et ça c'est Pete Hegseth qui est à la tête du ministère de la guerre. Du ministère de la Ils ont guerre. modifié le nom carrément pour faire les, parce qu'ils se prennent pour des acteurs de films Hollywood. Exactement. Et tu peux emboîter le pas à partir de là. C'est-à-dire que le ministère de la guerre, et on peut aussi remarquer la proximité avec la France, c'est-à-dire que eux, ils renomment ministère de la guerre. La France aussi a renommé leur ministère ministère des armées, parce que les mecs ont fini par comprendre que nos départements s'appellent département de la défense pour le cas des États-Unis, ou bien ministère de la défense pour le cas de la France, mais ils ne font pas de défense. Personne ne les attaque réellement. Ils font plus de l'offensive. Ce sont des agresseurs. Donc à un moment donné, Trump et Macron se sont rendus compte que nous sommes des agresseurs, nous sommes des armées qui attaquent plutôt que se défendre. On va renommer ministère de la guerre, ministère of war, dans le cas, ou ministère des armées pour le cas de la France, qui est à peu près la même chose pour montrer la dimension guerrière de ces armées-là. Et je rappelle que Trump, même les gens au sein de son ministère of war en question n'étaient pas d'accord. La plupart des généraux qu'il avait élus, qu'il avait nommés, il les a tous virés. Je rappelle que Pete Hegseth, dont on parle, qui est le secrétaire d'État à la Défense, c'est l'équivalent de... En fait, aux États-Unis, quand on dit secrétaire d'État, ça équivaut à ministre en France. Donc, si vous entendez secrétaire d'État, ça veut dire ministre. Secrétaire d'État à la Santé, ministre de la Santé. Secrétaire d'État à la Défense, ça veut dire ministre de la Défense. Le mec, il a viré 4 des généraux américains. 4 généraux ont été virés. Je crois que le 5e a même été viré manu militari. On l'avait attrapé comme un cobaye, comme un enfant. On l'a foutu quasiment dehors parce qu'il s'opposait au fait qu'il faille envoyer beaucoup d'argent aux États-Unis d'Amérique. Il voyait pas, à Israël, alors que les États-Unis souffrent de plusieurs problèmes. Les gens sont obèses. Le système de santé américain, si tu n'as pas d'argent, tu crèves littéralement. Les rues sont infestées de SDF, pardonnez-moi l'expression, sont bourrées de SDF ou infestées, là pour le coup, infestées de drogués, parce que là pour le coup on peut utiliser le terme, des personnes totalement droguées. Il y a des scènes apocalyptiques. Vous arrivez aux États-Unis, vous voyez des gens qui sont littéralement courbés pendant 1 heure de temps. Le mec il est debout mais courbé, avec un regard complètement stone, sous crack, sous oxycodone, sous amphétamine, sous héroïne et toutes les drogues de synthèse, sous les opioïdes comme ils appellent aux États-Unis, les crackheads. Donc, il y a suffisamment de problèmes à régler aux États-Unis, et les États-Unis gaspillent beaucoup d'argent à donner à l'Ukraine, beaucoup d'argent à donner alors qu'il était contre ça, Trump à l'origine, beaucoup d'argent envoyé surtout à Israël, qui représente vraiment un trou énorme, et ils ont augmenté le budget de la défense encore. Et c'est pas vraiment pour se défendre, mais plus pour attaquer. Et donc, tout ça, ça montre que c'est pas vraiment une démocratie. Mais bon, on reviendra sur tous ces éléments-là. Je te laisse prendre le relais. Je pense qu'on y est même déjà de toute façon. Et dans l'illustration que tu as faite... Si tu permets, si tu permets sans vouloir te couper, pendant que nous parlons, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter? L'objectif, c'est 1 million de likes, la famille, et 3000 partages. Apparemment, vous avez arrêté de partager. Est-ce que vous pouvez continuer à tapoter, à partager et à sécuriser le live ainsi que nos comptes? Excuse-moi, Wilfred. Il n'y a pas de souci. Oui, je disais que dans ce que tu viens d'évoquer, on peut ajouter la démission de Joseph Kent, qui était l'un des hauts responsables du renseignement américain. C'était le mois dernier, là. Joe Kent, comme on l'appelle affectueusement, qui a évoqué, en fait, le caractère absolument pas crédible des justifications de Pete Hegseth et de tous les va-t-en-guerre américains. Il s'inscrivait un peu dans la droite lignée des réserves émises par, comme il s'appelle, le vice-président J.D. Vance, qui, parce qu'il lorgne évidemment sur les élections dans 2 ans, il n'aimerait pas que sa campagne soit entachée par
une intervention au Moyen-Orient qui n'est basée sur rien, ni sur le plan légal, ni sur le plan de l'éthique et de la vertu politique. Donc, ou encore Dan Kane, qui, même s'il accompagne Trump, je parle du chef d'état-major interarmé, qui, même s'il accompagne Trump dans la manœuvre, parce qu'il n'a pas le choix, il obéit aux ordres, puisque Trump est le commander-in-chief des forces armées, mais lui, depuis le début, il avait non seulement, au-delà de questionner même le bien fondé de la guerre en elle-même, il avait évoqué les incapacités américaines en disant, bon, c'est très beau, on peut faire beaucoup de bruit, mais sous-estimer l'Iran serait la pire stupidité. Moi, je suis un militaire, je suis pas un homme politique qui habille son action avec des idéologies. Moi, je suis un militaire, donc ce qui me guide, c'est en fait le pragmatisme. Si on me demande si on est capable de faire plier l'Iran avec une certitude absolue, bah, je réponds que non. Et voilà. Et donc, dans la continuité de tout ça, et il y avait que les semaines de guerre qui n'aboutissaient à rien, mis à part beaucoup de spectacles où des gens ont réellement essayé de faire croire à 8 milliards d'humains que assassiner une trentaine de dirigeants dans un pays comme l'Iran allait faire plier un régime multimillénaire de 90 millions d'habitants. C'est non seulement stupide de penser que les gens vont croire cela, mais ce serait accorder peu de crédit à l'intelligence humaine. Donc, il y a justement donc cette réalité-là qui montre à travers cette vague de démissions, encore qui n'est pas le seul. Tu as des gens comme Marjorie Taylor Greene, une parlementaire très fidèle à Trump, qui à un moment donné, lui l'a carrément lâché en disant je n'ai pas voté pour ça, I didn't vote for this. C'est-à-dire ça c'est totalement le contraire de ce en quoi j'avais espéré. Ce n'est pas le projet que j'avais accompagné à la présidentielle face à Kamala Harris. Et donc à un moment donné, le narratif du Big Brother qui essaye de nous imposer une certaine manière de voir s'effrite quand on essaie vraiment d'ouvrir les yeux. Et comme tu dis, dans le siège de ce que j'évoquais dans l'intervention précédente, c'est encore pire dans les démocraties parce que là-bas, on ne se donne même plus comment dire, là-bas on n'assume même pas. Dans les dictatures, dans les pays totalitaires, au moins c'est flagrant. En Iran, on va dire celui qui parle contre le régime, on va l'exécuter, c'est la pendaison. Celui qui fait ci, au moins tu es fixé, tu sais là où tu mets les pieds, tu sais ce que tu risques. Les choses sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'hypocrisie. Aux États-Unis, on te parle de démocratie, de loi, mais à mesure que tu avances, tu te rends compte que non, il y a un mécanisme de contrôle absolu. Non seulement sur le plan policier de plus en plus visible avec l'ICE et les interventions de plus en plus musclées, et même de la Border Patrol au niveau des zones frontalières sur la ligne de démarcation avec le Mexique, il y a surtout ce contrôle politique, cognitif, idéologique où le non-droit se passe sous tes yeux, mais tu es obligé de continuer, ou tu es amené de manière perpétuelle à toujours épouser le même récit. Nous sommes une démocratie, nous sommes les États-Unis, nous sommes le monde libre. Non. Comme disait Charles Bukowski, on n'est pas, c'est pas un monde libre. Tout appartient à quelqu'un. Et l'intervention américaine, donc comment ça se passe? Les Américains se disent, oui, on a voté un congrès, la Chambre des représentants et le Sénat, c'est ce qu'ont voulu les pères fondateurs à l'époque de la création du pays. Depuis les George Washington, les James Madison, il fallait interroger le Congrès avant chaque action. Et Trump initie sa guerre au Moyen-Orient, il informe le Congrès. Non, c'est-à-dire, il ne demande pas l'autorisation au Congrès, il informe plutôt le Congrès, et il informe le Congrès 2 jours après qu'il ait commencé les premiers bombardements, c'est-à-dire c'est après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei qu'il notifie le Congrès que en fait, je suis actuellement en guerre au Moyen-Orient. Les parlementaires n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été mis au parfait, ils n'ont pas été informés, c'est-à-dire au mépris des lois américaines. Les pères fondateurs, malgré tout, ont quand même émis une ouverture les pères fondateurs, disons les réformistes, en 73, on a ajouté une disposition qui ouvrait la voie à une intervention ponctuelle de 60 jours après lesquels il faut quand même revenir au Congrès et demander au Congrès si la guerre peut continuer en lui présentant des éléments tangibles et pertinents sur le caractère indispensable et nécessaire de la continuité du conflit. Vu que c'est quand même les impôts des Américains qui sont mis à contribution, c'est pas les... Trump s'est beaucoup amusé en brandissant les Bay de Spirit, les avions que tu as mis là sur l'affiche, en disant comme ils sont géniaux, comme il a beaucoup aimé lorsqu'ils ont mené l'opération Midnight Hammer en juin 2025 contre le même Iran. Mais ce ne sont pas ces avions, ce sont des avions américains. Les 2 milliards que coûte les 2 milliards l'unité que coûte chacun de ces avions, ce sont les Américains qui les payent, c'est prélevé de leur contribution
financière, et donc il faut demander justement l'autorisation aux Américains si leurs avions et leurs soldats doivent être mis à contribution quelque part dans le monde. Donc déjà, il n'a pas averti le Congrès en amont sur la phase 1. Au niveau de la loi de 73 qui lui dit après 60 jours tu dois te référer au Congrès, depuis 2-3 jours, vu que les 60 jours arrivent à expiration, il est en train de dire que vous savez, on a fait une trêve, un cessez-le-feu de plusieurs semaines, dont c'était une pause, donc ça ne compte pas. Et à partir de là, les compteurs sont remis à zéro, les 60 jours ne sont pas encore atteints. On est vraiment, encore une fois, dans un cas de barbouzerie, où la plus grande démocratie du monde se met à faire du banditisme en costume cravate, où la loi est maintenant devenue, en quelque sorte, la pâte à modeler d'un dirigeant qui trouve qu'elle est encombrante, alors qu'il est censé être dans une démocratie. Last but not least, les Nations Unies. L'intervention en Iran aurait dû être notifié au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il valide l'intervention. Si l'objectif, comme présenté initialement, était de protéger le peuple iranien, c'est-à-dire il fallait apporter devant les Nations Unies les preuves selon lesquelles la meilleure chose à faire, c'est intervenir en Iran et que ça apportera plus d'avantages que d'inconvénients. On peut tout dire sur George Bush, sur Dick Cheney, sur Colin Powell, mais eux au moins, ces trois voyous avaient quand même eu l'intelligence de faire semblant. C'est-à-dire, ils sont venus devant les délégations mondiales, ils ont dit, regardez, voici, bon, c'est vrai c'était du sperme de chameau dans la petite fiole, mais ils avaient quand même eu l'honnêteté de jouer le jeu en disant, enfin, l'honnêteté, la prudence de jouer le jeu en disant, regardez, voici la preuve que Saddam possède des ADM dans son pays. Au moins, ils ont obtenu, même s'il y avait beaucoup de réticents, ils ont obtenu un assentiment, un aval partiel du Conseil de sécurité des Nations Unies, un mandat partiel, très imparfait, mais quand même, ce que Trump n'a pas été foutu de faire. Donc, il y a carrément un recul du prisme démocratique aux États-Unis, mais le narratif, lui, il demeure. Le pays sombre dans le totalitarisme de plus en plus, avec la police des mœurs, la ICE qui, quand elle ne tire pas sur des gens qui ne sont pas armés, comme ce qu'on a vu avec ce pauvre, je crois que c'était Richard Perry, et la femme, la Renée Gold, René Gaud, on a une police qui contrôle les opinions, qui contrôle qui contrôle les critiques envers le gouvernement, qui peut expulser, qui peut intervenir, qui peut arrêter, qui a en quelque sorte les pleins pouvoirs au mépris de la loi, qui s'octroie des droits que même la FBI ne possède pas. Ça rappelle un peu le corps des janissaires à l'époque, à partir du XIVe siècle dans l'Empire ottoman, où on avait des pouvoirs carrément supérieurs aux armées régulières sous les mains de Magnifique et tous les autres. Donc, le Big Brother, vraiment initié, ou du moins évoqué en 49 par anticipation, ou du moins par observation pointue par notre ami George Orwell, est en pleine marche sous nos yeux. Et c'est bien d'avoir des avant-gardistes comme ça, ça aide aussi pour ceux parmi nous qui n'aiment pas beaucoup la lecture, qui nous permettent de comprendre la société d'aujourd'hui et de réaliser que ce n'est pas quelque chose qui tombe comme un cheveu dans la soupe, c'est quelque chose dont les prémices étaient déjà visibles à l'époque, et aujourd'hui on a juste l'avantage avec les technologies que l'information est libéralisée, que tout le monde y a accès et que on peut partager cela avec nos congénères. Le Big Brother est d'autant plus perfide qu'il n'a pas d'amis. Dans le cadre d'une élection présidentielle comme celle que tu as évoquée, il ne choisit pas de camp. Même Trump avait critiqué le Big Brother en utilisant un autre terme pour le désigner, le Deep State, l'état profond, c'est-à-dire ceux qui en coulisses peuvent te faire tomber quand tu le désires, quand ils le désirent. Tu as plusieurs déclinaisons du Big State. Quand tu n'as pas la NSA qui va espionner les dirigeants à l'étranger pour le compte des États-Unis, tu vas avoir à l'intérieur des États-Unis le FBI qui va caviarder les dossiers Epstein pour que la vérité sur les implications possibles de Trump n'éclate pas et pour que le discours continue toujours de s'orienter vers ceux vers qui on a voulu qu'il s'oriente. Tu as le même Deep State qui va quand même contre le même Donald Trump parce que tout le monde s'en sert et c'est là où je voulais en venir, c'est ce que tu as évoqué ici, que ce soit les démocrates ou les républicains, c'est une constituée qui ne choisit pas ses clients. Tout le monde carrément s'en sert dans cette bataille politique à son profit. Il y en a qui vont sortir l'interview de Trump de 2005
quand il évoque la possibilité que you can grab those women by the pussy, c'est-à-dire quand tu es célèbre, quand tu es star, tu peux tripoter les femmes et les toucher n'importe où, elles vont t'accepter, tu peux. Cette vidéo avait été ressortie par le Washington Post dans le cadre de la campagne politique pour le discréditer, en même temps que les leaks de Hillary Clinton et toutes ses implications sortaient, et en même temps que face à Joe Biden par exemple, on avait le fait qu'il avait transporté certains documents dans sa demeure du Delaware à Wellington pour son profit personnel, alors que c'est censé rester à la Maison Blanche. En fait, tu as vraiment cette pieuvre-là qui agit de manière absolument néfaste contre tous les citoyens au gré des intérêts de part et d'autre et qui s'inscrit totalement en faux avec ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, droits de l'homme, liberté. Et pour nous autres qui avons quand même essayé de fouiner là-dedans et de mettre le nez dessus, c'est important de préciser à ceux qui nous entendent que le narratif, il est certes bien ficelé, mais il n'est pas parfait. Et à partir du moment où on peut le décrypter, on peut le décrire ici, il faut que les uns et les autres cessent de reprendre les éléments de langage qu'on entend ça et là. Plus grande démocratie du monde, administration Trump, régime des mollahs, le dictateur nord-coréen. On doit utiliser les mêmes termes désormais, que ce soit pour les États-Unis. Chani, moi j'avais adoré quand Abdourahmane Chani prend le micro, il dit la junte française, ça vous énerve, mais c'est pas son problème. Vous m'appelez la junte nigérienne, ben je décide aussi de mes éléments de langage. Pour finir sur deux derniers exemples sur la France justement, le plus grand expert en Congossa de tous les temps, Robert Bourget, qui, quand tu l'énerves un peu, il te sort une affaire parce qu'il sait tout, mais vraiment, c'est d'ailleurs le titre de son livre, hein, ils savent que je sais tout. Récemment, là, on l'a utilisé pour, on a vu Dominique de Villepin ces derniers mois, avec beaucoup de présence, beaucoup de prestance, beaucoup d'élégance. Je suis pas partisan du bonhomme, hein, il n'était pas non plus parfait quand il était Premier ministre, mais quand même, sur les questions, de la résolution du conflit au Moyen-Orient, il a parmi les analyses les plus pointilleuses et les plus pragmatiques. Et évidemment, comme il met énormément en question et en perspective le sujet Israël et l'approche de Netanyahu au Moyen-Orient, et que ça ne plaît pas, il a fallu que Robert Bourget sorte comme ça, comme à son habitude, et explique, vous savez, il y a eu une affaire de mallettes et de cadeaux aussi que Monsieur de Villepin avait reçu d'une valeur de, je sais pas, 120 000 euros. En fait, on sort comme ça le Joker pour te neutraliser avant que tu n'ailles trop loin. Et c'est la même chose qui avait été fait avec Jean-Luc Mélenchon lorsque il y a eu l'attaque du 7 octobre et que, plutôt que de le laisser aller au fond, au bout de son analyse, on lui demande « Est-ce que tu condamnes l'attaque du Hamas, oui ou non ?» On sait bien qu'il ne va pas dire oui ou non parce que c'est un homme d'analyse. Je ne suis pas de la France insoumise, je dis pas qu'il est parfait non plus, mais j'aime les hommes d'analyse, qu'ils aient raison ou tort, j'aime ceux qui se donnent la peine, en tout cas, d'analyser. Mais là, on veut l'enfermer, on le met dans un dilemme cornélien, un piège à crabe. S'il dit oui, je condamne, bah, c'est fini, on dit, bah voilà, on prend son narratif comme soutenant le régime israélien. S'il essaie d'établir une nuance, on le prend comme quelqu'un qui soutient le Hamas. Or, il ne veut rien soutenir, il veut analyser pour expliquer les contextes et essayer d'appréhender, d'analyser les perspectives de résolution du conflit. Donc, c'est permanent. C'est comme un serpent dont les écailles sont répandues dans toute la maison. Ce Big Brother, ce Deep State, qui finalement n'est même pas si invisible que ça. Et il appartient vraiment, comme on parle aux Africains principalement, à nos congénères africains d'ouvrir grand les yeux sur ces thématiques. Comme ça, au moins, avec les réseaux et avec la facilité des technologies d'aujourd'hui, on peut imposer notre narratif aussi sur l'échiquier analytique mondial, ou du moins, on peut démontrer que nous n'imposons pas le narratif des autres, même si on ne leur impose pas le nôtre. En tout cas, on s'approprie notre narratif et on les laisse avec le leur et on s'en fout un peu. Donc, voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'on a vu les limites de ce narratif. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'échec cuisant des États-Unis, on se rappelle quand même que lorsque Trump part en guerre contre l'Iran, il a tellement vendu le narratif, c'est un pays, nous allons détruire totalement l'Iran. Et je rappelle l'expression qui est utilisée par Trump et Pete Hegseth et tout le monde dans son administration. Ils disent, nous allons ramener l'Iran à l'âge de pierre. Alors, pensez-vous quand même, c'est-à-dire que le but, vous êtes des nations soi-disant progressistes, vous dites que vous voulez que le monde avance et vous voulez ramener certains pays à l'âge de pierre, mais ils ont la capacité de le faire. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils ont fait en Syrie? La Syrie était très développée. Aujourd'hui, la Syrie a été quasiment ramenée à l'âge de pierre. Et qui c'est qu'ils nous ont foutu? Ils nous ont mis Ahmad, je crois, El-Sharaf, oui. chef d'un groupe terroriste islamiste sunnite qui s'appelait quelque chose comme Ayat Tahrir al-Sham, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on vous l'a vendu, n'est-ce pas, le groupe qui a soi-disant vaincu renversé Bachar al-Assad,
Alors qu'on sait que il y avait, n'est-ce pas, 2000 militaires américains à peu près qui étaient dans le pays, donc ils n'ont rien renversé du tout. Ce sont des Américains qui étaient déployés en Syrie, n'est-ce pas, selon le Pentagone, hein, les chiffres du Pentagone, vous pouvez aller voir. C'est eux qui avaient fait une espèce de coalition internationale avec la France, les mêmes mousquetaires, hein, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ainsi de suite, pour aller renverser Bachar al-Assad. Et résultat, les mêmes États-Unis qu'ils disent, parce qu'il y a un principe aux États-Unis, ils disent on ne collabore pas avec les terroristes et on ne négocie pas avec eux. On a été étonné de voir que Trump serre la main je t'assure qu'il serre la main de ce terroriste, et même Macron l'a fait. C'est-à-dire qu'un terroriste a été reçu en Europe. Et Macron l'a invité à Paris, c'est-à-dire salon feutré, tout ça, tout ça. Exactement, avec les honneurs d'un président de la République, alors qu'on parle quand même d'un terroriste. Et en face d'eux, ils ne disent même pas la junte syrienne. Non. Pourtant, c'est ce qui s'appelle un coup d'État. On avait un gouvernement qui était là, le gouvernement de Bachar al-Assad, qui a été renversé par les armes. Non, mais là, on n'appelle pas la junte. On dit le gouvernement syrien, le pouvoir syrien, mais quand il s'agit... On l'appelle le président par intérim. Le président par intérim. Président. Vous voyez que ça fait rire. Hein? Le président par intérim, mais dès qu'on parle de Abdourahmane Tiani, de Ibrahim Traoré ou bien du président du Mali, Assimi Goïta, là on dit non, c'est le régime malien, la junte malienne, la junte burkinabé. Donc on utilise des termes qui sont dévalorisants pour dire il n'y a pas de gouvernement. L'objectif c'est de faire passer ces zones comme des zones de non-droit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui dirige et donc il n'y a qu'une simple junte qui attend d'être renversée par un pouvoir qui aura été validé par eux. Donc on voit très bien comment le processus de manipulation se passe, comment ils manipulent les médias, mais leur manipulation n'a pas bien fonctionné parce que de toute façon, lorsque Trump s'engage dans cette guerre, on a rappelé à quel point les gens n'étaient pas d'accord, mais il a essayé de faire plier tout ce qui était autour de lui. Mais on sait aussi que l'une des raisons pour lesquelles cette guerre avait été lancée déjà, c'était pour faire oublier le scandale des Epstein Files, parce qu'on savait que ça commençait à déborder de partout. Je vous rappelle quand même que pendant que les États-Unis veulent aller arrêter soi-disant les Iraniens, je rappelle qu'il n'y a pas d'Iraniens dans les Epstein Files, il n'y a pas Poutine à l'intérieur, il n'y a pas Xi Jinping dedans, toutes les personnes qui sont qualifiées comme des monstres. Hein. Kim Jong-un, il n'est pas à l'intérieur. Par contre, Trump est mouillé dedans. Il y avait près de 9000 documents qui concernaient Trump. Et comme par hasard, pendant la guerre en Ukraine, des documents ont été effacés progressivement. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont commencé à effacer les dossiers. Et quand les gens repartaient sur le site du ministère de la Justice, on dit tiens, ces documents, on les a postés un peu trop vite. Bon, heureusement, certaines personnes avaient fait des captures, mais ils ne pouvaient pas faire des captures de 3 millions de documents, plus 3 millions, je crois, supplémentaires qui ont été publiés. Et les gens n'étaient même pas au courant. Et là, on a eu des documents vraiment compromettants à propos de Donald Trump. Mais les MAGA n'en parlent pas, alors que beaucoup ont soutenu Trump parce qu'il allait realize the Trump files, comme ils disent. Mais on a vu que, d'ailleurs, il a perdu une grande base de son électorat chez les MAGA, hein, parce que beaucoup commencent à dire « keep talking about Epstein files ». D'ailleurs, certains ont renommé même... oui. Oui, non, je complétais ce que tu disais. Tu voulais certainement parler de l'opération Epic Fury, qu'on a renommée Epstein Fury. C'est ça? Epstein Fury, exactement. Qu'ils ont renommé Epstein Fury parce qu'ils savaient que y a rien d'épique à l'intérieur. Au contraire, c'est juste pour tenter de faire oublier. Les amis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter, partager et sécuriser? Merci vraiment à tous ceux qui tapotent, qui partagent. On a presque atteint les 3000 partages et les 1 million de likes. Nous sommes à la moitié, n'est-ce pas? On y va, la famille. 3000 partages. Partagez massivement le live et 1 million de tapotages. On est déjà à 500 000. Let's go et continuez à sécuriser massivement le live ainsi que nos comptes. Donc, on voit très bien qu'il y a eu une grosse fumisterie. C'est Epstein Fury. Ils ont caché tout ce qui concernait Epstein. Et je rappelle que les deux personnes qui ont été les stars quasiment de la campagne de Trump, en commençant par Trump lui-même, puis Elon Musk. Je rappelle que Elon Musk en parlait beaucoup. Hein, il disait voilà, on va realize the Epstein files. Vraiment, il faut parler de ça. Lui-même se trouvait à l'intérieur. En fait, ça aussi, ça vous apprend, les amis, que faites attention à ceux qui, souvent, sont toujours prompts, au lieu d'apprendre aux gens à comprendre les mécanismes, vous entraînent souvent à vous présenter des ennemis et à s'attaquer à la terre entière. Lui, il est ennemi, elle est ennemie, lui, il est ennemi, elle est ennemie. Détestez-les tous et moi, je suis bien.
X est traître, X est traître. La plupart des gens qui ont toujours la facilité à désigner les autres comme étant des traîtres, c'est la meilleure couverture. C'est une stratégie enseignée pour, on appelle ça l'attaque par la défense, ou la défense par l'attaque. C'est-à-dire que la meilleure façon de se défendre, c'est de commencer par attaquer les autres pour tenter de discréditer les gens et accuse-les exactement de ce dont tu es toi-même coupable. C'est exactement ce qu'a fait Elon Musk. C'est une stratégie. Elon Musk, et il y a des gens qui font ça sur TikTok ici, suivez mon regard, n'est-ce pas? Donc, Elon Musk, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'agitait beaucoup, il a même accusé Trump, il disait, pendant un moment donné, ils ont fait semblant, parce que ils se sont rendus compte que la collaboration entre Trump et Musk, lorsqu'il est arrivé au pouvoir à la Maison-Blanche, ça créait beaucoup de problèmes parce que le cours de Tesla avait commencé à baisser. Le cours, ils vendaient de plus en plus mal ces Tesla, ils vendaient de plus en plus mal ces Cybertruck, et même SpaceX commençait à baisser un petit peu avec Starlink qui avait de plus en plus de problèmes vu qu'il était utilisé en Ukraine pour la guerre et ainsi de suite. Donc pour sauver un petit peu Tesla, parce qu'il était au bord de se faire virer par le conseil d'administration justement de Tesla. Et donc, ils ont essayé de fake une embrouille avec Trump, mais même cette embrouille qui a été fabriquée entre les deux pour tenter de rehausser le cours de l'action de Tesla. Il a accusé Trump d'être dans les Epstein Files. Everton, Il a accusé toute la terre entière d'être dedans. Il dit, j'ai soutenu Trump pour qu'il publie les Epstein Files. Quand on a publié les Epstein Files, qu'est-ce qu'on retrouve? La même personne qui, soi-disant, se battait pour ça et qui accusait la terre entière d'y être. Il y a des messages où Elon Musk était en train de discuter avec Epstein, où il lui demande, oui, mais écoute, j'ai bien envie d'aller là-bas sur le Lolita. Il lui suppliait carrément. Et le mec disait, non, mais attends d'abord. Il dit, non, mais il faut que j'y aille. Et les autres, ils demandaient d'aller sur le Lolita Express. Dans le Lolita Express, dans son avion, pour aller, il disait, je peux même y aller moi-même si tu ne peux pas m'y emmener. Le mec, il était en train de refuser. Donc, on voit à quel point toutes ces stratégies sont souvent mûries et réfléchies. Et Trump lui-même, bien évidemment, qui dit qu'il s'est battu pour ça, se trouve à l'intérieur, était mentionné plusieurs fois. On a eu le nom des victimes, les témoignages des victimes. C'est pour ça que beaucoup de magas l'ont lâché. Parce qu'ils se disent, finalement, toutes les accusations étaient vraies. Donc, il faut savoir que, et ils ont été aussi, ils commencent à être lâchés de plus en plus par un groupe qui les soutenait beaucoup, qu'on appelle 4chan, vous savez, les trolls de 4chan qui les ont beaucoup soutenus, hein. Cela, on se souvient de 4chan avec Shia LaBeouf, vous savez, ils avaient retrouvé le drapeau de Shia LaBeouf malgré là où il l'avait caché. Ils sont très forts pour retrouver les indices sur les réseaux sociaux, pour retrouver les gens. Donc on voit que même dans cette histoire, toutes les personnes qui étaient mouillées se trouvaient à l'intérieur. Et donc, l'objectif a été donc de faire oublier cette histoire. L'autre objectif était aussi de blanchir Trump de ce qu'il avait fait auprès de Gaza. Parce qu'il avait dit qu'il était contre la guerre à Gaza, mais ce qu'on a vu, c'est que pendant la guerre, il a soutenu Netanyahou, il a envoyé plusieurs missiles et beaucoup d'argent, alors même qu'il disait America First, mais là c'est devenu Israël First, parce que depuis le départ, on a l'impression qu'il se fait mener par le bout du doigt par Netanyahou, et on peut comprendre, puisqu'il a été, sa campagne était financée, on le répète à chaque fois, par des gens comme Sheldon Adelson, n'est-ce pas, qui, avec sa femme aussi, après la mort de Sheldon Adelson, lors du premier mandat de Trump, il avait versé quelque chose comme 200 milliards de dollars. Et après, elle a versé encore 200 milliards, je crois, supplémentaires. 200 millions, pas milliards, pardon. 200 millions, puis ensuite 200 millions supplémentaires. On voit très bien que Trump se retrouve un petit peu lié. On dit que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc, la main de Netanyahou est au-dessus de celle de Trump. Et Netanyahou, quelque part, est devenu sa poupée. Il y a d'ailleurs une vidéo de Netanyahou qui avait fuité en 2002 où il était en train de discuter. C'est lui la poupée de Netanyahou, tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est lui la poupée de Netanyahou, Trump. C'est l'inverse plutôt. Autant pour moi. Il y a une vidéo de Netanyahou d'ailleurs qui a fuité dans laquelle il discutait avec, c'était une vidéo de 2002 où il discutait avec des ultra-orthodoxes, vous savez, les juifs très conservateurs, sionistes, où il disait, mais en fait, les États-Unis, pour nous, c'est très facile à diriger, c'est très facile à orienter, ça ne représente pas du tout un problème.
contrôler l'opinion américaine et des États-Unis, ça c'est un jeu d'enfant. Et donc les gens ont ressorti toutes ces vidéos qui étaient très bien cachées, ils ont fait fuiter. Donc, tout ça, ça permet de montrer que pour eux, finalement, de toute façon, quand vous voyez les États-Unis, tu vois très bien que la plupart des grands patrons, les patrons des banques, les patrons des grosses multinationales, il faut regarder les noms, vous allez voir toujours, si c'est pas Jacob, c'est quelque chose comme, vous savez, les Stein, tout ce qui se termine par Stein, en général, ce sont des juifs ashkénazes, n'est-ce pas? Vous savez, les ashkénazes, ce sont souvent les juifs d'Europe de l'Est, ceux qui ont des noms qui sont des noms d'Europe de l'Est aussi, hein. Par exemple, le papa de Netanyahou et son grand-père, parce que je rappelle que le vrai nom de Netanyahou, ce n'est pas Netanyahou, c'est Benjamin Mileikovski. Il s'appelle Benjamin Mileikovski. De la même manière que la première ministre, celle qui était première ministre d'Israël dans les années 60-70, c'est qu'on appelait Golda Meir, pour ceux qui connaissent, hein. Exactement, c'est celle qui avait d'ailleurs signé, on en parlera tout de suite, celle qui avait signé l'accord avec le président Nixon. Vous savez, Nixon, le président américain qui avait été défait à cause du scandale du Watergate. Il avait signé un accord avec lui pour que les États-Unis les soutiennent après que Israël se soit doté déjà de la bombe nucléaire avec l'aide de la France. Donc elle, son vrai nom, c'est pas Meyer, parce que Meyer, c'est un nom qui est juif. Donc dès que vous entendez Meyer partout, il y a plein de cabinets d'avocats, par exemple, qui s'appellent Meyer aux États-Unis, qui sont pardés des milliards. Bah ça, c'est des juifs. Meyer, et son vrai nom, c'est Golda Mabovitch. Donc c'est la même chose pour le cas de Yitzhak Rabin, qui ne s'appelle pas Rabin. C'est le cas aussi de comment il s'appelle déjà? D'ailleurs, c'est lui qui avait lancé le programme nucléaire avant Golda Meir. Rappelle-moi son nom, celui qui est considéré comme presque l'artisan de l'État d'Israël. Il a été chef des renseignements d'Israël, du Mossad pendant longtemps. Bon, son nom va me revenir. Donc, toutes ces personnes, voyez-vous, sont des personnes à l'origine qu'on appelle des Ashkénazes, donc ceux de l'Europe. D'ailleurs, même quand on regarde dans les fichiers Epstein, on a vu qu'ils étaient un peu racistes envers ce qu'on appelle les séfarades. Ils sous-estiment un peu les juifs d'origine. Les séfarades, ce sont souvent les juifs d'origine d'Afrique du Nord, hein, style Zemmour, les Bardella, parce que pour ceux qui ne savent pas, Bardella aussi, il est côté italien, côté juif algérien qui avait immigré en Europe. C'est toujours étonnant que ce soit ces personnes qui soient des racistes d'ailleurs. Donc tout à l'heure tu parlais les noms. C'était juste pour là tout à l'heure tu parles du fondateur de l'État d'Israël de 48, David Ben Gourion. David Ben Gourion, voilà, les David Ben Gourion, et il y a aussi son vrai nom allemand, son vrai nom il est germanique, c'était David Grün. Voilà. Donc Ben Gourion ne s'appelle pas Ben Gourion, et il y a l'autre aussi, Moshe Dayan, qui ne s'appelle pas comme ça, j'ai oublié Moshe quelque chose. Voilà. Donc ils ont tous des noms d'Europe de l'Est, voyez-vous, mais ils ont en quelque sorte judaïsé leur nom. C'est lié à une histoire beaucoup plus compliquée. On n'a pas le temps de rentrer pour expliquer l'histoire un petit peu, mais ce qu'on appelle les Khazars, si vous voulez, je pourrais... Comment? Peut-être qu'on le fera plus tard dans la soirée, justement. Justement, peut-être qu'on le fera plus tard pour rentrer un peu dans l'histoire d'Israël, pour voir un peu à quel point les Juifs ne sont pas des véritables Juifs, ou du moins ceux que l'on voit aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qui étaient là-bas. En général, la plupart, ils viennent de la Khazarie, n'est-ce pas, une espèce de royaume qui se trouvait dans l'actuelle Ukraine, ce qui explique un petit peu pourquoi ils veulent reconquérir un petit peu l'Ukraine pour rebâtir une forme d'Israël aussi, parce que tout ça, il faut vérifier, hein, celui qui dirige ou bien qui fait semblant de diriger l'Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire Zelensky. Je rappelle qu'à l'origine, c'est quand même une marionnette, un pantin, un comédien qui dansait avec des talons aiguilles et des strings à la télévision, qui jouait du piano avec sa bite, pour de vrai. Hein. Ouais, il y a des vidéos de lui où il joue du piano avec la bite. C'est vrai. Et on l'a ramassé et on l'a placé à la tête de l'État. Je rappelle qu'il est d'origine juive aussi. Donc l'idée, c'est que Israël est en train de devenir de plus en plus petit, n'est-ce pas, de créer des super États, d'où le projet tu l'as évoqué brièvement, d'où le projet du grand Israël. Parce qu'il faut savoir qu'il y a comme une forme d'accélération aussi du programme du gouvernement israélien, c'est-à-dire que leur programme qui s'inscrit dans la vision du sionisme, parce que le sionisme, c'est un projet politique. Aujourd'hui d'ailleurs, ils ne veulent pas qu'on critique le sionisme en tant que projet politique. C'est pourquoi il y a des lois il y a une loi en France, il y a une députée qui a fait introduire une loi en France pour que... Elle a essayé.
Elle a essayé, du moins. Pour que, d'ailleurs, même, il y a eu une pétition de 700 000 personnes ont signé une pétition, près d'1 million de personnes pour dire non. Et la pétition a simplement été classée sans suite. Elle s'appelle Yadan exactement. On appelle ça la loi Yadan. Bon, continuons Yadan déjà. Et elle est israélienne. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas complètement française. C'est une franco-israélienne qui fait partie des Français, des députés français d'Israël. N'est-ce pas, des députés de la diaspora. Et laquelle? La diaspora d'Israël. En fait, elle a fait introduire une loi qui a pour objectif de qualifier l'antisionisme, c'est-à-dire la critique du sionisme en tant que idéologie politique, ce qui est normal, c'est une idéologie politique, c'est comme le capitalisme ou bien, je sais pas, le communisme, ou peu importe, mais l'objectif, c'est de qualifier l'antisionisme comme l'antisémitisme. Qui critique Netanyahou et l'État d'Israël et la politique d'Israël, automatiquement se retrouve accusé d'antisémitisme. Donc, c'est toujours ce chantage à chaque fois, à l'antisémitisme, à chaque fois qui revient, que les gens qui commencent à fatiguer finalement la terre entière, hein, parce que tout excès nuit. Donc, Trump se retrouve au milieu de tout ça, il est obligé de suivre, et pour terminer, tout ça, c'est pour accomplir un projet qui a été établi par Israël, donc, dont je parlais, le projet du Grand Israël, qui date depuis le congrès sioniste, qui date de Théodore Herzl, pour ceux qui connaissent. Ils ont un projet, parce que c'est messianique, voilà pourquoi on parle de la dimension du messianisme, c'est-à-dire que dans la Bible, on leur dit que je leur vous donnerai une terre qui partira depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate, le Nil en Égypte, bien évidemment, l'Euphrate, ce qui se trouve en Mésopotamie, l'ancienne Mésopotamie, Mésospotamos, entre deux eaux, et entre deux eaux. Et les eaux dont on parle, c'est le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate, donc qui se trouve à peu près vers l'actuel Irak, à peu près. Donc ils veulent construire une espèce de super-État. Le seul problème, c'est que ce super-État, il y a déjà des États qui existent. Ben, il y a le Liban, qui est là, au nord. Ils avaient tenté d'attaquer le Liban avant, mais ils avaient un petit peu perdu. Aujourd'hui, on voit très bien que l'attaque du sud du Liban, le site est complètement détruit, sans aucune véritable raison. C'est pour étendre l'État d'Israël vers le Liban. Ne vous inquiétez pas, même le nord du Liban sera attaqué plus tard. La Syrie, qui représentait le véritable problème, est totalement presque entre leurs mains. Ils ont mis un pantin qui, si vous voyez, ce soi-disant président syrien, qui était terroriste avant, si vous cherchez très bien, parce qu'il y a j'ai trouvé quelques articles à l'époque qui montraient que le Mossad a l'habitude de financer certains groupes terroristes pour les utiliser ensuite. Ça a été le cas avec le Hamas. D'ailleurs, il l'avait lui-même dit dans le Jérusalem Post. Il dit, il est important qu'on puisse financer le Hamas ainsi que d'autres groupes terroristes pour qu'ensuite qu'ils fassent ce que nous voudrions qu'ils fassent, puisque à chaque acte qu'ils commettent, ça permet de légitimer la défense d'Israël. Donc, on utilisera leurs actions comme prétexte pour aller mieux les détruire. Donc, vous voyez un peu, donc Trump se retrouve, donc, il faut utiliser maintenant les États-Unis pour ça. Et donc, ils utilisent les États-Unis pour bombarder tous les pays qui sont tout autour, pour agrandir le champ d'action, ou le territoire où Israël a le contrôle, là où ils iront créer maintenant leur super-État. Et Trump ne peut rien faire puisqu'il a été financé en partie pour ça. C'est du donnant-donnant en quelque sorte. Bon, je risque d'être un peu long, mais on reviendra sur ça. Je te laisse continuer justement, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Oui, de